images de drones dans le ciel, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais on va vous montrer ces images-là. Regardez, 3000 passagers de l'aéroport de Munich. Une partie d'entre eux a dû être hébergée le temps qu'on leur trouve d'autres avions, le temps que la menace passe. Alors en fait, ces drones, ils n'ont pas été réellement menaçants, il n'y a pas eu d'attaque à proprement parler, mais regardez le chaos qu'ils ont provoqué. Obligation pour les Allemands d'installer des lits de camp dans l'un des aéroports les plus importants du pays. Obligation aussi de détourner jusqu'à 35 vols. Donc vous voyez que ces drones dont on ne connaît absolument ni l'origine ni le type, a priori ce seraient des petits drones, mais ils ont provoqué un chaos, ils ont provoqué une incertitude globale sur cet aéroport, sur cette ville de Munich. Je m'arrête malgré tout sur le type de drone. Que sait-on de ces drones? Est-ce que ces incursions, elles sont comparables aux drones qui ont survolé par exemple le Danemark ou encore la Norvège? Là, on a la capture d'écran de ce qui s'est passé cette nuit. Regardez, Munich, plus aucun avion. Les avions qui sont là sont en attente, ils se demandent où est-ce qu'ils vont aller se poser. Oui. Bon, ils vont tous se poser dans d'autres aéroports allemands. Sur les drones de Munich, pour le moment, ce qu'on peut imaginer, ce sont des petits quadricoptères qui seraient partis depuis le territoire allemand et qui auraient survolé l'espace aérien de l'aéroport. Ce qui est très étonnant, c'est qu'ils aient pu le faire. En théorie, a priori, d'après les spécialistes, à Roissy par exemple, ça ne se passerait pas exactement de la même manière. Il n'y a pas eu d'exemple en France pour le moment. Les drones du Danemark étaient d'un type différent. C'était des drones, nous disent les Danois, qui faisaient de 3 à 5 mètres d'envergure. Donc de petits avions qui possiblement ont pu être lancés depuis la Baltique ou depuis la mer du Nord, depuis des bateaux, dont le Boracay qui a été interpellé par les Français. Mais il y a eu d'autres drones. Il y a eu des drones aussi en Belgique qui ont survolé une base militaire. Ça fait plusieurs mois que l'Allemagne est victime d'intrusions. Il y en a eu au moins 500, dont notamment, tenez-vous bien Amélie, la base de Ramstein qui a été survolée par des drones. La base de Ramstein, c'est la base principale de l'OTAN en Europe. Alors vous le disiez, ça ne pourrait pas se produire au-dessus de l'aéroport de Roissy, mais quand même on a envie de vous poser la question. De par les protections qu'il y a a priori d'après les spécialistes. On veut quand même vous demander si la France pourrait être touchée de la même manière avec des drones qui survoleraient son espace aérien. Cette carte est très très intéressante. Là, on a l'autonomie, les portées des drones Shahed dans un premier temps qui partiraient de Russie pour aller vers l'Europe. On voit qu'ils peuvent aller jusqu'à la limite de la frontière française, 1800 km pour les Shahed. La ligne jaune. Voilà. Les Guéran 2, en revanche, eux, 2500 km, ils peuvent aller jusqu'au large de Brest. Donc, là, on est sur des drones militaires d'attaque qui sont des engins qui seraient abattus notamment par les Rafales français ou d'autres avions de chasse de pays européens. Mais si on regarde la carte un peu dans l'autre sens, ces drones-là, on les fait partir de l'océan Atlantique, par exemple. On les fait partir de Kaliningrad, qui est situé juste ici. Je vais m'enlever devant la caméra. Et bien là, vous voyez que tout est beaucoup plus facile pour les Russes avec ce type de drone. Mais les attaques auxquelles on fait face aujourd'hui, notamment cette nuit à Munich, a priori, ça vient du sol allemand. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Général Dutart, est-ce que vous dites que la prochaine étape, c'est nous? Est-ce que vous en avez la certitude de votre côté? Non, mais pas du tout. Je crois qu'il faut faire retomber des pressions parce que, comme l'a très bien expliqué Xavier Giacomoni, ce sont des choses différentes. Il est hors de question aujourd'hui qu'évidemment on soit attaqué par des drones Shahed ou Guéran 2 qui devraient traverser tout l'espace européen et otanien. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les aéroports, ce qui est déjà passé d'ailleurs en Allemagne. On oublie de dire qu'il y a 270 drones qui ont été répertoriés au-dessus de l'Allemagne dans les zones d'aéroport depuis le 1er janvier 2025. Il y a eu ça, on a pu constater ça à Londres, à Gatwick, à New York, sur des bases américaines, en France. Vous savez, il y a 300 000 drones, petits drones, seulement en France. Donc, il faut bien faire le distinguo entre une menace militaire et des actes soit de malveillance, soit d'inconscience. Mais on se demandait, Général, pardonnez-moi, on se demandait, c'est écrit en bas de l'écran, si aussi nous sommes mieux protégés. J'entendais, par exemple, le général Palomero sur cette antenne un peu plus tôt dans la journée qui disait « Mais nous, on a une bonne culture de la défense aérienne. Et pourquoi pas imaginer que, en raison des Jeux Olympiques, nous aurions renforcé notre protection ». Alors c'est tout à fait juste ce qu'a dit le général Jean-Paul Palomero. On a une culture de zones de protection autour de points sensibles. On appelait ça des bulles de protection. Quand j'avais la chance d'être avec Jean-Paul d'ailleurs à l'état-major de l'armée de l'air des défenses aériennes, on mettait en place ces bulles. On avait une expertise en termes d'interception, d'identification et de détection. Et donc c'est la même chose qui s'est passé pour la Coupe du Monde de rugby en France et également les Jeux Olympiques 2024 où on a mis en place beaucoup de systèmes autour de Paris pour justement se prévenir d'une menace notamment de ces petits drones. On est capable d'installer des plus grands drones. Donc aujourd'hui, il faut bien faire distinguo entre ce qui se passe à Munich, qui est encore différent de ce qui s'est passé au-dessus de Copenhague. Par exemple, Xavier a très bien souligné que les Danois ont dit ces appareils qui étaient plus gros, qui étaient des petits avions,
pouvaient provenir d'ailleurs de la mer du Nord. Donc là, c'est encore autre chose. Et qui y avait en mer du Nord, vous verrez qu'il n'y a pas que des Russes, il peut y avoir d'autres nations. Donc vous voyez, il faut faire très attention à ce dont on parle. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'aéroports dans le monde, notamment européens, qui sont pas très bien protégés contre les petits drones. Et ça, c'est une chose à faire. Et la seconde, c'est qu'on doit mettre en place en Europe des moyens d'intercepter sur des grandes zones, si vous voulez, des drones de type Shahid ou Gérant, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas directement menacé, mais demain, on le sera peut-être. On reste ensemble, Général Dutartre. Est-ce qu'on peut imaginer, Sylvie Bermann, un instant, que nous soyons pour le moment épargnés, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, par le Kremlin dans ce domaine? Écoutez, je n'en sais rien. Ce que vient d'expliquer le général Dutartre, c'est qu'il y a des bulles de protection. Il n'y en a peut-être pas sur tous les aéroports français. Donc on n'est pas sûr, effectivement, à cet égard, d'être épargné. Mais est-ce que si la France, pour le moment, n'a pas été survolée comme l'a été l'Allemagne, comme l'a été la Norvège, le Danemark, est-ce qu'il y a derrière une volonté politique? On reste très prudent. On ne sait pas dans 100% des cas si c'est russe ou pas, mais est-ce qu'on pourrait l'imaginer? L'Allemagne, elle est survolée depuis des mois, tout simplement parce que le matériel part d'Allemagne. Voilà, ça c'est important. Voilà, donc il y a des raisons militaires. Effectivement, pour cela. Mais si c'est de la provocation, ce qui est quand même le cas, c'est-à-dire que le but, c'est quand même déstabiliser nos pays. Parce que depuis c'est une quinzaine de jours maintenant, c'est visible. En plus, c'est des drones. C'est révélé aussi. Les Allemands l'ont caché pendant longtemps. Les Allemands l'ont caché, effectivement. Non, mais en plus, là, on voit la lumière, donc c'est de la provocation. Et on est incapable d'attribuer. On est incapable de les descendre. On en a descendu 3 sur une vingtaine qui sont arrivés en Pologne, et en plus en y mettant des gros moyens. C'est pas les mêmes appareils. Excessifs. Non, c'est pas les mêmes appareils. Mais c'est quand même problématique pour cette raison-là, parce que finalement, Poutine se moque de nous. J'ai une question bonus. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il nous provoque par procuration? Je précise ma pensée. Est-ce qu'il peut, par exemple, utiliser des mercenaires sur les territoires européens pour faire voler les drones? Des proxys. Bien évidemment. Le problème avec ces petits drones, c'est que ça décolle d'où on veut. Ça peut décoller d'un camion, d'une camionnette. On peut sous-traiter facilement, parce que n'importe quel gamin est capable de faire voler un drone. Et on voit bien qu'un seul drone à 500 € qui survole l'aéroport de Munich, eh bien, c'est paralysé. Donc, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Patrick Dutartre, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas confondre les drones Shahed et ces petits drones-là, qui ont qui, en étant tout petits et pas chers, ont un énorme pouvoir de nuisance. Parce que vous voyez bien, ils provoquent la panique. On est relativement impuissant parce que le temps qu'on décolle, ils ont disparu, ils peuvent atterrir n'importe où, etc. Et puis, même si en France, on a un avantage, on sait faire une bulle, effectivement, mais combien sait-on en faire? C'est-à-dire que si on sait protéger Roissy, si ça se passe en même temps à Bordeaux, à Lyon, et puis que ça survole les centrales nucléaires, où on en a 50, au moins 18 sites, bon, on voit bien que c'est très facile avec des petits drones de saturer l'espace aérien et puis d'être un petit peu partout pour montrer, parce qu'on veut montrer qu'on est impuissant. C'est ça, en fait, le vrai problème. Alors, en France, on est très très bon pour intercepter les avions, on sait faire ponctuellement sur des endroits, mais là, on est dans une autre échelle et on voit bien que ça pose un problème technique, tout simplement, de détection, interception et éventuellement destruction. Je voudrais vous soumettre maintenant la réaction de Vladimir Poutine. Il a parlé longuement hier, il a dit beaucoup. Président Vladimirovitch, pourquoi envoyez-vous autant de drones au Danemark? Ils sont fébriles. Arrêtez ça, s'il vous plaît. D'accord, je ne leur ferai plus. Je n'enverrai plus de drones. Ni en France, ni au Danemark, comme à Copenhague. Où est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah oui, et ni à Lisbonne. L'hystérie est à son comble. Vous venez d'effrayer le Portugal en mentionnant Lisbonne, et ils n'ont pas beaucoup d'humour. D'accord. On va dire que c'était une blague. Non. Ah, ce n'était donc pas une blague, mais un avertissement. Mieux vaut les avertir. Et ça démarre avec ironie et ça finit quand même avec une menace très claire. Votre analyse de texte, Sylvie Bermann, vous qui connaissez ce langage diplomatique du Kremlin par cœur. C'est pas très diplomatique comme langage. Il ne tenait pas ce type de propos avant la guerre en Ukraine. Là, c'est effectivement à la fois se moquer de nous, se moquer de notre impuissance, de notre hystérie, comme il dit. Mais cela dit, on était accusé d'être hystérique aussi à quelques jours de la guerre en Ukraine. Et puis, laissant entendre qu'il peut effectivement faire davantage. Mais il a dit aussi, et c'est à Valdai, que il y aurait des mesures de riposte. Or, les mesures de riposte, c'est précisément le réarmement européen. C'est pas lui qui doit riposter à notre propre riposte. Donc là, effectivement, il vise les Européens. Mais encore une fois, c'est pas des menaces militaires, c'est des menaces informationnelles, cyber et de déstabilisation. Et force est de constater que pour le moment, ça fonctionne. Général Dutartre, merci d'être resté avec nous. Selon vous, quel serait le niveau de réponse adapté à Vladimir Poutine qui nous parle sur ce ton? Il faut lui répondre, on va les détruire un par un, les drones? Oui, absolument. Mais la première chose, moi, qui m'a interpellé, et je pense au contrôle de Sylvie Bermann, c'est que c'est la précision des informations dont dispose le président Poutine. C'est-à-dire que, en fait, il suit
avec beaucoup de réactivité et en temps réel quasiment ce que dit le président Macron, ce qui se passe dans différents rapports, et il s'en amuse. Il s'en amuse, mais parce qu'il n'est pas forcément concerné, mais il voit l'hystérie que ça crée en fait. Et ça, c'est quand même assez nouveau. D'habitude, le président Poutine ne réagissait pas comme ça instantanément à des déclarations à gauche ou à droite. Et là, en ce moment, il fait presque, je dirais pas dans l'heure, mais dans la journée le lendemain, une réponse à ce que pourrait dire le président Macron, par exemple. Ça, c'est la première chose. La seconde, il n'y a pas 36 solutions, il y en a qu'une, et elle est bien connue, c'est qu'il faut que l'Europe acquiert son autonomie stratégique en termes militaires. À la fois, bien sûr, contre tous ces petits drones, qu'ils soient près des aéroports, qu'ils soient un peu plus gros, le cas échéant, pour avoir un pilier européen dans l'OTAN, on n'a pas d'autre solution que celle-là. Donc il faut qu'on s'arme, mais de manière intelligente, créer des synergies et arrêter de faire des discours et passer des commandes. Je dis aux Européens, calmez-vous, dormez paisiblement, résolvez enfin vos problèmes. Regardez ce qui se passe dans les rues des villes européennes, ce qui arrive à l'économie, à l'industrie, à la culture et à l'identité européenne, avec les énormes dettes et la crise croissante des systèmes de sécurité sociale qui échappent au contrôle de l'immigration, la montée de la violence, y compris la radicalisation politique des gauchistes, des ultralibéraux, des racistes et des marginaux de société. Regardez ce que disait le média en ligne Reporter il y a quelques jours. Les Européens n'ont pas l'habitude de sortir de leur zone de confort. Par conséquent, toute situation d'urgence impliquant une menace de drone risque de dégénérer en catastrophe médiatique, voire sociale. Et ce serait ça le pari du Kremlin. Et c'est un bon pari, c'est-à-dire c'est un pari efficace. Oui, parce qu'on n'a pas d'Europe de la défense, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'Europe de la défense, et Patrick Dutart appelle à avoir un pilier européen, ce qui pourrait faire un pilier européen au sein de l'OTAN éventuellement, donc avec un pilier crédible qui permet de le faire. Moi aussi j'appelle ça de mes voeux, sauf que je n'y crois pas dans ce que j'ai vu dans ma carrière militaire, c'est qu'aujourd'hui on n'en prend pas du tout le chemin. Je pense qu'on a un chemin qui est extrêmement long pour arriver à ça, et donc Vladimir Poutine le sait bien cette affaire-là. Il sait très bien qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur l'avion et puis le char du futur avec les Allemands. Alors quand on nous parle de défense européenne avec tout le monde, on voit bien qu'on n'est pas du tout en ordre de combat et que ça survole dans toute l'Europe parce qu'il veut montrer qu'il peut aller où il veut. Et puis alors c'est de l'ironie, il se fiche de nous franchement, c'est-à-dire regardez, je viole votre espace aérien et puis ces crétins-là, ils n'arrivent même pas à riposter ni à répondre et en plus ils paniquent. Donc en fait, on a quand même un vrai souci. A levé l'ancre hier soir, je vais être précise, à 22h45. Que sait-on par exemple de son itinéraire général? Eh bien alors on sait qu'il venait de Prémor, c'est-à-dire au fond du golfe de Finlande, là, près de Saint-Pétersbourg, et qu'il va en Inde, donc Vladimir. On sait qu'il a été arraisonné pour refus d'obtempérer et puis pour un défaut de problèmes administratifs, c'est-à-dire on doutait de son pavillon qui est censé être un pavillon béninois. Donc il a été arrêté au large de Saint-Nazaire. Le capitaine et son adjoint, qui sont tous les deux chinois, ont été déférés devant le procureur de la République. Malheureusement, 48 heures après, eh bien, ils sont revenus à bord, ils ont appareillé. Alors le patron, le pacha du bâtiment, lui, a été mis en examen. Il est censé être jugé en février prochain, mais où sera-t-il à ce moment-là? Il est chinois, il peut être en Inde, il peut être retourné en Chine. Ça m'étonnerait qu'on le voit sur les bancs du tribunal de Brest. Voilà où on en est. Donc on s'aperçoit en fait que au-delà de l'arraisonnement de ce pétrolier qui était légitime au regard des questions que se posaient les autorités françaises, parce que ça s'est passé dans la zone économique exclusive et que ça ressort de l'article 110 de Montego Bay, de la convention de Montego Bay. Donc ça a été fait de manière parfaitement légale. Mise en examen du capitaine, l'adjoint a été relâché. N'empêche qu'aujourd'hui, eh bien, ce pétrolier, avec tout le pétrole sous embargo, a repris son chemin vers l'Inde. Donc on a encore le symbole de l'impuissance de l'Europe qui prend des sanctions, mais qui n'est pas capable d'empêcher ces bateaux fantômes de naviguer. Stéphane Courtois, vous partagez le mot d'impuissance utilisé par le général Richoux. Il nous met face à notre impuissance, Vladimir Poutine. J'ai presque envie de dire que le mot impuissance est faible. Non, mais c'est un peu surréaliste quand même depuis le temps que Poutine nous teste sur tous les plans, et à chaque fois, on parle beaucoup, nous voulons, nous allons, et puis rien. Alors l'affaire des drones est tellement symptomatique quand même, bon, parce que là c'est général, ça touche déjà 5-6 pays, et on ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est que ces drones. On n'a pas été capable d'en descendre un, ne serait-ce que pour avoir des bouts de ferraille, là, pour voir qui a fabriqué ça. Est-ce que c'est les Iraniens? Est-ce que c'est les Chinois? Qu'est-ce que c'est? Non, on ne sait pas, mais on parle beaucoup, on se réunit beaucoup. Impuissance. Et donc ce navire, il repart, voilà, il reprend sa route, il a levé l'ancre. Sylvie Berman, on va écouter Vladimir Poutine qui a réagi, qui a parlé d'un acte de mutinerie de la part de la France. Piraterie, merci de m'avoir corrigé. Écoutez, à votre avis, s'agit-il de piraterie? Je connais bien cette affaire. Le pétrolier a été capturé dans des eaux neutres sans aucune raison valable. Et là, apparemment, il cherchait peut-être des cargaisons militaires, des drones ou autre chose. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y en a jamais eu. Et il ne peut y en avoir.
L'équipage est international, je ne vois pas, honnêtement, je ne sais pas. Piraterie, donc, et non mutinerie. Il y a à peu près 1000 bateaux de ce type aujourd'hui. Donc on prend des sanctions, mais effectivement, on est impuissant. Il y en a 1 sur 1000 qu'on arraisonne, et en fait, on le laisse partir. Donc il faudra vraiment que l'Union européenne se dote d'autres outils pour réagir face à cela. Ce bateau, il repart en Inde, et il repart en Inde, là où il y a en fait un port qui a été fait par Rosneft, qui est l'entreprise pétrolière la plus proche de Vladimir Poutine. Après, qu'est-ce qui se passe ? Les Indiens nous revendent leur pétrole qui n'est plus qualifié de russe. Mais là, on l'a vraiment il sera laissé raffiné passer. là-bas et réexporté en Europe. bien deviendra sûr. bien. Voilà. Emmanuel Macron, il a annoncé une réunion de chefs d'état-major européens dans les prochains jours suite à la présence de ce navire de la flotte Fantôme au large de nos côtes. Je voudrais qu'on regarde dans quelques chiffres, même si on vous a déjà tout expliqué il y a quelques jours dans cette émission, on l'a fait avec précision, mais regardez les chiffres. On parle maintenant d'une flotte Fantôme qui serait composée de 800 navires. Ça représenterait 600 millions de barils par an, environ Jusqu'à 1000. 35 milliards d'euros par an. Il y a différents chiffres, effectivement. On a pris celui que nos sources nous ont communiqué. 5 fois plus qu'au début de la guerre. Comment agir ? Ok, réunion des chefs d'état-major. Pour faire quoi ? Pour décider quoi alors qu'il hante nos mers ? Alors d'abord, le président Macron ne convoque pas les chefs d'état-major européens car il n'a aucune autorité sur eux. Il profite, comme il l'a déjà fait, d'une réunion des chefs d'état-major, qui est une réunion technique prévue de longue date, etc., vraisemblablement, pour intervenir comme il l'a fait une fois. Faut le dire comme ça parce que à aucun moment le SEMA allemand ou le SEMA danois ou italien et espagnol n'obéit à une convocation du président de la République française. Ça n'a absolument aucun sens. Donc ces chefs d'état-major se voient tout le temps. Ils profitent d'une réunion, sans doute pour essayer de fédérer, peut-être comme il a fait une fois, de faire une déclaration. Et puis voilà. Donc il profite de l'espace médiatique. Mais en aucun cas, de toute manière, il ne peut ressortir une décision de ces chefs d'état-major car ils ne sont pas chefs des armées. Oui. Donc ils vont rendre compte à leurs autorités respectives. Et bien entendu, les décisions ne doivent être que politiques. Et donc politique, c'est le Conseil de l'Union européenne ou bien l'OTAN si ça concerne l'OTAN. Xavier, mais on en vient aucun sur, cas, le ils sont problème, sui generis. la grande